Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de bande dessinée, bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale, puisque c'est une Strip Track TV. Nous allons parler de bande dessinée, et pas de n'importe quoi, de Fantomas, comme vous avez pu le reconnaître, à cette musique célébrissime. Parce que Fantomas, dans l'esprit collectif des Français, en tout cas, ou des francophones, c'est cette musique qui était sur les Fantomas, filmé dans les années 60, 70. 60, c'est André Hunebelle. Ouais, avec forcément l'inspecteur Juve, joué par Louis de Funès, qui était ce qu'il y a eu de pire probablement pour la vie de Fantomas, qui au départ c'était un truc sérieux, 1910, 1911, un truc comme ça, un roman populaire, apprécié de tous, sérieux, sombre, terrifiant, qui a eu une adaptation au cinéma, sur laquelle Nod a un peu bricolé là récemment pour une exposition, je sais pas trop quoi, je fais des trucs un peu bizarres, le Nod, dans ses heures de travail. Donc il y a eu des films qui ont été faits, mais sérieux, etc. Et puis le cinéma d'humour est tombé dessus dans les années 60, et c'est devenu une espèce de potacherie. Je t'aurai, Fantomas, je t'aurai, jour. Ça, c'est en criant partout et en sautant partout. Ça a un peu cassé ce qu'est Fantomas. L'image de Fantomas. L'image de Fantomas en a pris un coup dans sa gueule, mais on revient, grâce à cette bande dessinée, vers ce qu'a vraiment été Fantomas à l'origine, à savoir un truc fantastique, sombre, noir, violent, extrêmement violent, et puis avec de la subtilité et de la finesse, ce qu'il n'y avait plus dans ces films qui ont bercé, en tout cas moi, notre enfance. Oui, puisque par exemple, moi je pense à Fantomas et j'entends... Ce n'est rien, c'est la foudre qui est tombée sur le transformateur. C'est un extrait de Fantomas contre Scotland Yard, avec la scène où il devient fou parce qu'il y a un fantôme ou pas un fantôme. Ce qui était ridicule. C'était ridicule. Mais heureusement, la bande dessinée est là pour nous rappeler au bon souvenir de Fantomas. C'est chez Dargaud. Tout à fait, c'est chez Dargaud. Une maison sérieuse, s'il en est. Très sérieuse. Ça, c'est l'épisode numéro 1, le volume 1. Et derrière, la quatrième de couve, elle assoit un peu le propos, fini de rire. Voilà, et là on voit bien le côté violent, donc la tête qui tombe et le sang, et il est marqué et maintenant fini de rire. On revient à l'essentiel. Donc, Olivier Bocquet, le scénariste, et Julie Rochelot qui a fait les dessins, une femme. J'ai lu le premier épisode et c'est juste magnifique. Après, c'est une question de goût, c'est de la bande dessinée, c'est du dessin, c'est du trait, c'est proche de l'art, etc. Personnellement, j'ai été extrêmement sensible au trait de la bande dessinée. Après l'aventure, je me suis arrêté à la fin du premier. J'ai très envie de lire le deuxième et aussi le troisième. Mais c'est un trait, alors on va le regarder tout de suite vite fait. Donc le tome 1, le bois de justice. Juste pour vous donner un petit aperçu, Fantomas, c'est Paris, au début du siècle du XXe. Tout à fait. Et voilà les graphismes auxquels on a droit. Et là, ça c'est quand c'est gai. Oui, voilà. Parce que là, c'est ensoleillé, c'est heureux. C'est le début, l'aventure. Dès la page 2, on commence à être un peu moins gai. Déjà, tu as quelques images. Tu vois les oiseaux en train d'essayer de picorer un rat. Et puis, à la fin, on est sur une case très sombre. Et puis, c'est la panique. Dès la page 3, on est tout de suite dans la panique. Voilà. Avec la première apparition, d'ailleurs, de Juve qui est là et qui n'a plus ce côté ridicule à sauter partout. Voilà, et là, immédiatement, voilà. Alors voilà ce qui est magnifique, c'est la manière dont c'est dessiné. Voilà, il y a un massacre, et ça, c'est Fantomas. Je suis Fantomas. Voilà, il fait moins rire que dans l'épisode de Louis de Funès. Voilà, ça, c'est l'introduction. Avec un enfant. C'est un enfant qui est assassiné. Voilà. C'est lui qui faisait les entrées au cinéma. Le petit ouvreur. Voilà. Et après, on part sur l'aventure de Fantomas. Voilà. On ne va pas vous le dévoiler parce que c'est une histoire un peu... On peut raconter un peu le début, puisque déjà... Parce que c'est vrai que c'était vraiment une histoire en 3 tomes. C'est un triptyque. Dès le départ, Olivier Bocquet, quand il a présenté le projet à Dargaud, l'a présenté comme étant un premier triptyque. Le projet, si ça marche bien, donc achetez-la, c'est de faire 3 histoires, 3 triptyques différents. Comme la guerre des étoiles. Puisque déjà, par rapport à... Il y a aussi un début qui donne un certain mystère. Et on ne connaît pas totalement tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, donc ça va être dans les triptyques suivants. Mais déjà, les 3 albums, Le Bois de Justice, Tout l'heure de Paris et À tombe ouverte, sont déjà une histoire complète sur l'événement. L'événement commence... avec le procès de Fantomas. Ça fait 16 ans qu'il terrorise Paris. Il a été arrêté grâce à Juve et
à Fandor, qui est une sorte de fils adoptif et journaliste avec lequel ils sont toujours combattus parce que qui n'a rien à voir avec Jean Marais. Rien du tout. Et donc ils ont réussi à prendre Fantomas, c'est son procès. Évidemment, il va être condamné à mort, mais pendant son procès, alors déjà, pour donner un peu l'ambiance, je pense qu'on peut montrer une séquence tout de suite, qu'il va tout de suite donner. Non, voilà, c'est ça, c'est cette partie-là, puisqu'effectivement... le procès, on ne va pas raconter, on va spoiler là. Ah non, mais il faut raconter, je pense, pour donner juste l'ambiance, pour donner l'envie, parce qu'effectivement, il est à son procès, il y a un témoin, donc c'était la cuisinière de la victime, voilà, qui un peu terrorisée, etc., qui reconnaît effectivement Fantomas comme étant l'homme qui est à l'origine de l'assassinat de son patron. Lequel patron a été assassiné avec donc implique brochette là, pour mettre le poulet. Pour faire griller le poulet, et donc Fantomas demande la parole. Qui n'a pas d'avocat. Fantomas n'a pas d'avocat, il se défend tout seul. Pas besoin. Il demande à avoir la parole. Tu es plus près de moi du texte. Donc il fait quand même... il pose des questions sur la qualité du truc à broche, du pic à broche, qui lui semble lui difficile à utiliser pour enfoncer dans le crâne de quelqu'un, parce que manifestement la vieille dame dit qu'il a utilisé ce pic à broche pour défoncer le crâne de sa victime, et il lui fait remarquer que ce n'est pas possible. Voilà. Et pour faire sa démonstration, il s'approche d'elle. Et puis, effectivement, il lui plante dans son crâne à elle. Voilà. Et il dit, effectivement, ce n'est pas possible, sauf en forçant un petit peu. Voilà. Il faut forcer un peu. Voilà. Et il lui défonce son crâne à elle. Raconté comme ça, c'est drôle, mais ça n'est pas drôle du tout quand vous lisez la BD. Voilà. Donc, vraiment, ça donne... C'est le début, on ne vous a pas spoilé le bouquin, c'est le début. Ça donne, je pense que c'est la séquence qui montre tout de suite où on est. Ouais, c'est violent, c'est hard. Et l'ambiance du personnage. Voilà. Et... évidemment, il va être condamné à mort, évidemment, il va être décapité, et son dernier mot va être de dire qu'il va se venger, et manifestement, il va se venger, et finalement, il n'est peut-être pas mort. Voilà, on ne va pas vous raconter les détails, les aboutissants. Ce qu'il faut savoir, je le répète pour l'avoir lu, alors je ne sais pas ce que cette dame a fait avant, mais le trait féminin, parce qu'il y a une petite touche féminine quand même, avec le côté un peu violent et sombre, ça se marie à la perfection. C'est ça, moi je faisais un peu référence parfois à un peu livre jeunesse. Alors elle ne faisait pas du livre jeunesse, elle faisait du dessin animé. La première bande dessinée, c'est sa deuxième bande dessinée. La première bande dessinée qu'elle a faite est totalement différente. Quelques bulles de près pour voir un peu la qualité du dessin. Regardez, c'est juste... Il y a un petit côté caricatural parfois. Je dirais presque livre jeunesse. Ouais, mais il y a un style livre jeunesse alors que c'est vraiment fait pour les adultes. Ouais, donc il y a des endroits qui ne font pas du tout jeunesse. Voilà, là il y a un trait. Dès que Fantomas parle et est présent, c'est noir. Et puis ce trait pas vraiment fermé. Mais quand même un peu, il est... cette page-là, cette page-là est super belle. D'ailleurs, on a, je vais dire en exclusivité, en tout cas, on a 3 images qui nous ont été prêtées par l'auteur, qui montrent les différentes phases. Node A, les 3 phases d'une planche. Et d'ailleurs, sur le forum, je mettrai une petite vidéo, parce que Julie Rochelot a fait une vidéo de 15 minutes environ, qui montre 18 heures en direct. Elle s'est filmée pendant 18 heures. Elle s'est filmée pendant 18 heures en train de réaliser une planche avec les différentes phases, vraiment du crayonné de base jusqu'à la mise en couleur. Et donc, nous, on a 3 extraits qui sont le croquis d'origine, on va dire le montage de départ d'une planche. Donc là où elle met vraiment ses masses. D'accord, elle compose le dessin. Elle compose vraiment sa planche. Et puis après, tu as la version ancrée, en tout cas la version dessin telle qu'elle est mise. Tu vois, c'est encore différent. Et là, c'est l'original. C'est-à-dire qu'il y a tout ensuite un travail sur l'ordinateur pour laquelle elle va ensuite refaire toute la mise en couleur. Et on voit l'importance que la mise en couleur fait derrière, parce qu'après, tu vois, tu as ce travail-là qui est assez fabuleux. Donc, même l'original est très très beau, mais il ne correspond pas, tu n'as pas toujours la même ambiance. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant chez cette dessinatrice, c'est cette palette de talent qu'elle peut avoir. Les originaux sont magnifiques, on est dans l'illustration, et après, il y a la mise en couleur qui est une efficacité éditoriale qui est vraiment très très forte. Et là, quand tu vois une séquence comme celle-là qui est présentée par Node, on a quand même, c'est lourd, c'est fort, c'est puissant. Et pour moi, ça représente un peu
l'essence de la BD, parce que souvent la BD se perd ou dans du trop beau, ou dans du trop, je raconte une histoire pour déconner avec un dessin léger. Là, on a vraiment une belle image, un beau traitement, avec un scénario qui va tenir la route, c'est un personnage fort. Et j'ai beaucoup aimé la préface, l'introduction du premier volume, qui nous explique un petit peu, qui remet les choses en place par rapport à Fantomas, parce que, on le répète comme on l'a dit au début, ça a été créé début du XXe siècle, 1910, et à l'époque, ça a fait un carton. Tous les intellectuels, tous les artistes de l'époque n'arrêtaient pas de vanter, de louer les qualités romanesques et de l'œuvre de Fantomas, qui a un peu été gommée. La première adaptation cinéma, elle a été faite à l'époque du Muet. Tout à fait, oui. Et donc, ce qui rappelle aussi, ce qui est formidable, c'est que Fantomas est probablement l'un des premiers super-héros de tous les temps. Tout à fait. C'est un super vilain, parce qu'il est là pour faire le mal, mais effectivement, on ne connaît pas son visage, il se métamorphose, il est souvent masqué, on ne le reconnaît pas. C'est l'homme au mi-visage. Ouais, c'est l'homme au mi-visage, et puis il n'a pas des super-pouvoirs, parce qu'on ne définit pas avec des super-pouvoirs, mais quand même, il y a un mystère autour de lui. Il passe à travers des mailles, il arrive à contrôler les gens, les méchants avec lui, enfin bref, et puis, voilà, ils le définissent comme l'un des tout premiers super-héros de tous les temps. Et c'est pas loin d'être la vérité. Moi, je le compare, c'est une sorte d'anti-Arsène Lupin. Tout à fait. Les deux sont des criminels. Il y en a un qui travaille aussi pour la justice et l'autre, clairement, pour le crime. Et quand on parle du crime, là, on est vraiment dans le crime complet. C'est-à-dire que non seulement il est violent, mais en même temps, il est sadique. Vraiment, c'est un type qui aime faire du mal. Bah oui. Voilà, ok, ils le disent là. 25 ans après la naissance de Fantomas, apparaissait le premier héros masqué dans un comic strip. Le terme de super-héros n'existait pas encore. C'était en 1936, 2 ans avant Superman, 3 ans avant Batman. Il était habillé de juste au corps noir, d'une cagoule noire, d'un loup noir et s'appelait The Phantom. Juste après Fantomas, qui lui avait déjà 25 ans. Voilà en gros. Et alors justement, c'est ça qui a plu à Olivier Bocquet, c'est que lui a voulu reprendre ce personnage. Des adaptations de la littérature de cette époque-là, il y en a eu d'autres, mais ça a été des catastrophes. Si on voit les Arsène Lupin en bande dessinée, généralement c'est très mauvais parce que on reprend une écriture qui était moderne à l'époque, parce que c'était pour une écriture très très moderne, mais maintenant qui a pris un petit coup de vieux, comme il faut bien dire. Donc si tu l'adaptes tel quel, ça n'a aucun intérêt. L'important, c'est de conserver l'essence même de l'œuvre et de l'adapter à notre époque, tout en conservant le temps. Parce que c'est pas le problème d'une Belle, entre autres, c'est qu'ils ont fait des films qui se passaient de façon contemporaine. Ils ont voulu se rendre contemporain. Ce qui est intéressant, là, c'est de conserver cette époque-là, 1910, avec un style, une écriture, une façon de raconter une histoire qui, elle, est moderne. Donc c'est un rythme très, très enlevé. Olivier Bocquet, quand il m'en a parlé, il disait que c'était une sorte de boîte à jouets pour lui, l'œuvre de Fantomas. On peut prendre de tout. On en fait ce qu'on veut, c'est un jouet. C'est parce qu'on peut être super violent. De toute façon, ça pose pas de problème. Les personnes vont se référencer. On va pas influencer le public par rapport à ça. Et donc, on garde cette violence. On peut vraiment prendre tout ce qu'il y a dans l'œuvre et en faire ce qu'on veut et jouer avec. D'accord. Et ça, c'est donc le dernier volume, celui qui va clore l'histoire. Il faut le dire en plus, c'est qu'on est sur un rythme ascendant, vraiment. Le tome 3 est encore plus rythmé que le tome 1 et le tome 2. On est vraiment sur une progression grâce au talent graphique de la dessinatrice. Ce qui est drôle, c'est que, pareil, Olivier Bocquet disait, au départ, pour le tome 1, il ne se connaissait pas, ce sont 2 auteurs. Enfin, lui a fait le scénario, il l'a présenté à Dargaud, il n'avait pas de dessinateur. Et ils ont fait une sorte de casting. Et quand ils ont vu le projet la dessinatrice a présenté un projet personnel, ils ont dit, bon, le projet intéressait pas Dargaud, mais par contre, son style l'intéressait vraiment beaucoup. Donc, du coup, ils lui ont proposé Fantomas, et lui, pour le tome 1, comme il ne se connaissait pas, ils ne s'étaient jamais vus, ils ne s'en sont jamais vus pendant le tome 1. D'accord. Ils ne sont pas vus, ils étaient juste par échange par mail, parce qu'elle est québécoise, il faut savoir, elle est canadienne. Et donc, au départ, il dit, bon, bah voilà, pour lui, il avait une dessinatrice de talent. Et puis, il a découvert qu'il avait une Ferrari, finalement. Ah oui, et puis il a vu les plans dans lesquels elle était à l'aise ou quoi, donc il a dû faire son découpage en fonction. Donc il s'est dit, là, j'ai quelqu'un de top niveau, je peux vraiment me lancer. C'est juste joli comme cas. Tout à fait. Celle-ci aussi, tu vois. Tout est magnifique, et on est vraiment sur un duo d'acteurs. Tu vois. C'est vrai que, quelque part, ils se parlent entre eux. Tu vois, entre le scénario et le dessin, je trouve qu'on est vraiment sur une osmose complète.
Et on a vraiment un duo d'auteurs qui fonctionne très très bien. Moi, je n'ai qu'une envie. D'ailleurs, quand le tome 3 se termine, on n'a pas de regret parce qu'on termine vraiment une histoire. Mais on se dit, on voudrait bien avoir encore, pas la suite, mais une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure. C'est la colère de Fantomas, encore une fois, ce qui est encore fabuleux avec cette époque-là, parce que c'est à peu près aussi juste après l'époque victorienne, tout ce qui se passe en Angleterre et en France à cette époque-là, c'est juste fantastique. Jack l'Éventreur en Angleterre, Fantomas en France. Je sais pas pourquoi ça nous fait rêver cette époque-là, alors que c'était une époque très très rude. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est une époque où il y avait des personnages qui étaient très très forts. Hein. Sherlock Holmes, Lupin, Fantomas, c'est quand même 3 monstres sacrés de la littérature fantastique de l'époque et qui sont hyper contemporains. Ils n'ont jamais disparu du paysage. Bien sûr. Mais ça, je pense que ça va au-delà de ça. Il faudrait faire un jour un débat sur pourquoi ces époques-là, cette petite tranche-là de 100 ans, voire un petit peu plus, enfin un petit peu moins, 75 ans, fascinent autant au niveau intellectuel et aventure. Hein, c'est la technologie qui débutait, on découvrait tout. En littérature, c'était fabuleux. Tu avais Edgar Allan Poe, tu avais Cthulhu. Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé. J'espère qu'on vous a donné envie ou pas de consommer ces 3 bandes dessinées-là. Après, c'est toujours pareil. Hein. Il faut 2 choses dans une bande dessinée. Il faut que le style graphique vous attire et que l'histoire vous satisfasse aussi. Moi, pour le premier volume, en tout cas, ça a été le cas. J'ai trouvé ça très, très agréable. Vous verrez bien chez vous. Hein. Allez, je le conseille fortement parce que c'est vraiment. Moi, en ce moment, on a peu de mal à être un peu épaté, étonné, surpris. Et là, c'est la très grande surprise du moment. Ok, merci Christophe d'être venu jusque-là pour nous présenter Fantomas. À bientôt pour un autre Strip Track. À bientôt. Strip Track. L'émission qui déshabille la bande dessinée. Exactement. Jenny Wright.